On a mis de la pub pour que les gens viennent. On a vu que les gens voulaient absolument acheter ça. Et on s'est dit, alors qu'il n'y avait pas de produit. Il y avait pas de produit? Non, il n'y avait pas de produit. Et on s'est dit, waouh. T'as lancé une OP marketing. Ouais. Juste pour voir si les gens allaient s'intéresser à la campagne. Est-ce qu'on peut réellement aujourd'hui, en quelques semaines, créer son entreprise, tester son idée, vivre un échec, sans pour autant perdre beaucoup d'argent dans les formalités? C'est plutôt, quel est le coût de ne pas le faire? Bonjour tout le monde, ça y est, il va arriver. Aujourd'hui, je m'apprête à passer 20 minutes avec Rassem Flazi, le fondateur de Legal Place. Il a été diplômé à l'université de Cambridge, il a eu un parcours incroyable et il va nous partager un peu tous ses échecs, toutes ses réussites, avant de le mener jusqu'à Legal Place, une plateforme qui a permis à 300 000 entrepreneurs de créer ultra facilement leur entreprise en France. J'avais l'idée de Uber avant Uber. Cette phrase, on l'a tous entendue ou même vécue. En 2024, il y a eu plus de 1 100 000 entreprises créées en France, avec une hausse de 5,7% par rapport à 2023. Alors on est de plus en plus à vouloir transformer une idée en projet, et aujourd'hui, on passe 20 minutes avec Rassem Flazi, le fondateur d'une plateforme qui nous aide à créer et gérer notre entreprise. On a parlé de son parcours, de ses réussites, mais aussi de ses échecs avant de fonder Legal Place, une plateforme sur laquelle ont été créées plus de 300 000 entreprises. Tu voulais faire quoi quand t'étais petit? C'est une bonne question. J'avais pas une idée hyper claire comme certains. Écoute, moi, quand j'étais ado, j'étais passionné de tech. Déjà? Ouais. Ok. Vers 13-14 ans, j'ai appris à coder. Ça me fascinait. Donc, j'ai toujours voulu faire un projet dans cet univers-là. Ok. Et j'avais à peu près, l'idée claire que j'allais créer une boîte un jour. Et l'idée de fédérer des gens autour d'un projet et de construire avec eux et que le projet soit connu et que ça soit utilisé par un max de monde. Ce côté un peu iconique, créer quelque chose d'iconique, c'était ça qui me fascinait, je pense. Mais dans la technologie, c'est vrai que ça devait pas être un truc dans d'autres secteurs, tu vois. Ça devait impliquer une passion qui était la tech pour moi. Et donc là, tu codais déjà? Là, je codais déjà, ouais. Et en fait, c'était fascinant de découvrir que, en fait, déjà, t'es sur le web. Et à l'époque, le web est très lent. Tu attends avant que la page se charge. Mais le fait de pouvoir construire une page qui ressemble à ce que tu consommes dans les autres sites web, etc., c'est déjà fascinant en disant, OK, ces sites, c'est pas quelque chose que des génies ont créé quelque part et qui sont inaccessibles. C'est toi, quoi. Ouais, moi-même, je peux les faire avec mes mains depuis ma chambre d'ado, tu vois. Et le fait de pouvoir dialoguer avec des mecs qui étaient à l'autre bout du monde sur des forums à l'époque et commencer à visualiser des projets avec eux, à commencer à dire OK, si on crée une équipe d'ingénieurs, est-ce qu'on peut pas faire ci, peut faire ça. Alors à l'époque, j'étais ado, donc je montais un peu sur mon âge. T'avais quel âge, là? Ouais, j'avais peut-être 15 ans, tu vois. Okay. Et en fait, les mecs sur les forums étaient un peu plus âgés, même s'il y avait aussi des ados. Mais ceux qui étaient sérieux et qui voulaient faire des projets, ils avaient peut-être la vingtaine. Et pour moi, la vingtaine, c'était un peu plus vieux, tu vois. Et donc je montais, je me disais que j'avais 18 ans. Déjà, ils pouvaient créer une société. Ouais, ils pouvaient créer une société. Toi, t'as raison. Exactement. Ça changeait tout. Parce que moi, à 16 piges, c'était compliqué. Je l'avais créé sous le nom de ma mère avant mes 18 ans. C'est ce qu'il faut faire, ouais. Écoute, j'ai des followers aujourd'hui qui sont très très jeunes comme ça et qui m'écrivent sur Insta. Ok. Comment je peux créer? J'ai pas le droit. Est-ce que je peux utiliser mes parents? Est-ce que machin? Et c'est vrai qu'il y a une limite alors que les entrepreneurs sont de plus en plus jeunes. C'est vrai que la loi ne sait pas. C'est des questions de responsabilité après. Bien sûr. Parce que quand tu crées ta boîte, tu deviens responsable. T'as une responsabilité supplémentaire qui est celle de ce que fait ta boîte. Et finalement, si ta boîte commet de graves erreurs, c'est le président qu'on va aller chercher en responsabilité, tu vois. Donc on va en parler. J'ai plein de questions justement là-dessus parce que vous avez résolu déjà plein de frictions. Ouais. Vous êtes encore en train de peaufiner le produit et de l'améliorer tous les jours. On est allé un peu vite. Là, si je reviens dans ton enfance, elle ressemble à quoi ton enfance? T'as grandi où? Comment est-ce qu'on en arrive à l'adolescent fan de tech? Ouais. Moi, je suis né et j'ai grandi à Oran, en Algérie. Et c'est vrai que j'étais pas entouré de gens qui parlaient de tech toute la journée. Hein. C'était pas du tout le délire. Comme beaucoup de jeunes de l'époque, on jouait tout le temps dehors. En fait, il y avait peu d'activités d'intérieur finalement. On n'avait pas beaucoup d'activités extrascolaires dans le système local d'éducation. Donc en fait, tu finis ton cours, tu sors et après t'es dans le quartier avec tes potes, tu fais ce que tu veux. Et donc il y a un moment où je découvre la tech et mes potes ne me voient plus jamais. Parce que avant on sortait direct après l'école et là je sortais plus du tout, j'étais obnubilé par ça.
Comment j'arrive à ça? Je sais pas. T'as un ordinateur à la maison, tu commences à Tes être parents curieux. avaient déjà un ordinateur? Okay. Mon père était fan de Apple, donc on avait des Macintosh très anciens, tu vois, et donc il me donnait ceux qu'il n'utilisait plus. Donc je me souviens, j'avais un Macintosh noir et blanc où t'avais même pas des couleurs encore. Et pour les couleurs, fallait que j'aille à son bureau parce qu'il avait son Mac à lui, tu vois. Je pouvais pas faire beaucoup de choses avec un ordinateur à l'époque. Et ensuite, Internet vient et c'est là où t'as un basculement parce que Internet est connecté au monde entier. Donc t'es connecté à des gens qui partagent la même passion que toi, même si c'est pas tes voisins et tes camarades de classe. Tu disais que t'avais déjà une appétence pour créer ta boîte, manager ou avoir une équipe, ou enfin, t'avais déjà cette éducation autour du fait que c'était possible de créer une boîte, de créer ça. J'avais lu que t'avais aussi une famille d'entrepreneurs. C'est vrai, une partie ou pas du tout? Non, pas. Alors, moi, je suis un peu l'anti thèse de ça. C'est que mes parents étaient donc mon père était chercheur et enseignant universitaire. D'accord. Et ma mère était architecte. Et donc en fait, il y avait pas vraiment cette culture business. C'était plus une culture de l'art, quoi. Plus intellectuelle. Ok. Donc où vraiment l'intellect c'est le plus important, la recherche, les idées, le monde des idées, les grandes théories de ce monde, etc. Et donc beaucoup de théories, c'était très important ça, mais pas forcément business, argent. Donc en fait déjà le complexe et le tabou de l'argent était déjà là en fait quelque part, dans le sens où c'était pas quelque chose qui était valorisé de fou en mode ah il a réussi, regarde combien il pèse aujourd'hui. C'était pas le délire. Donc si tu veux, j'ai toujours eu à dribbler entre la valeur plus intellectuelle, culture, etc. et comment réconcilier ça avec le business. C'est pas facile, tu vois. Donc je comprends les gens qui ont une limite mentale, des pensées limitantes avec l'argent. On en a beaucoup en France. Et les gens ont besoin de sens finalement. Il y a très peu de gens qui font de l'entrepreneuriat, je l'ai compris après, pour gagner de l'argent. L'argent est un moyen de quelque chose d'autre qu'il faut aller chercher. Souvent, il y a un sens qu'on cherche, et surtout la génération actuelle, la nouvelle qui monte, elle n'est plus là vraiment pour avoir un job qui gagne de l'argent et travailler à fond. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a ce débat de la génération nouvelle ne travaille pas beaucoup. C'est faux. C'est que la nouvelle génération, elle a besoin de plus de sens que les générations d'avant. Et si elle le trouve, elle travaillera beaucoup. Mais elle travaillera pas pour juste une contrepartie financière, tu vois. C'est en 2009 que tu arrives en France. Oui. Du coup, tu étudies en école d'ingénieur, justement. Ouais. Et pendant tes études, en 2011, tu crées Creative Factory. Ouais. Qui est une agence de stratégie digitale. C'est ta première expérience d'entrepreneur ou t'en avais déjà vécu d'autres? Non, c'était quand j'ai eu accès à cette école-là, j'étais en mode waouh, c'est un rêve qui se réalise, c'est ouf. Tu vas pouvoir prouver à tes parents que ça va. Mais en même temps, comment tu vas financer ça? Et là, je me suis dit, ok, je connais mes skills, je vais devoir créer une boîte de presta qui ferait des prestations web, soit en marketing, soit en développement. Ça dépendait parce que je maîtrisais aussi le marketing web, SEO, etc. En 2011. Ouais, en 2011 exactement. 2010-2011. Ouais. Et donc je commence à démarcher des gens. Je savais pas démarcher. J'avais jamais fait de démarchage de ma vie, tu vois. Donc je me dis, est-ce que je fais du porte-à-porte? Donc je commence à faire vraiment du porte-à-porte. Je vois que ça marche pas. Et je teste plein de trucs. Et à un moment, bam, déclic. J'arrive à démarcher sur LinkedIn. Personne ne démarchait sur LinkedIn encore à l'époque. Et c'était un très petit réseau. Enfin, il y avait Viadeo en France, qui est l'ancêtre de LinkedIn, et comme Dailymotion est mort, quoi. Comme beaucoup de sites français où on était vraiment au top du top. À chaque fois, on était numéro 2 après l'américain. Incroyable. Et LinkedIn marche. Et LinkedIn marche surtout auprès des anciens de mon école. J'ai trouvé le hack. Je prenais tous les mecs qui ont fait la même école que moi, mais qui étaient patrons. J'ai démarché, donc ils se disaient, bon, je fais confiance. T'avais l'histoire. C'est un gars de mon école. Exactement, alors c'est OK. Ouais. Et ça, il y a eu 2-3 clients, et d'un coup, après, t'as le bouche à oreille. Je commençais à recruter des freelances, et j'avais une équipe de 4-5 personnes au max. Et c'est là où je découvre qu'il faut un numéro SIRET pour facturer. Les premières factures, on te demande ton numéro SIRET, quoi. Donc une boîte. Et je me dis quoi, il faut absolument une boîte juste pour facturer, je sais pas, une semaine de travail, c'est bizarre, etc. Et j'ai compris la complexité du système. Donc c'est là où j'ai vécu ce que vivent la première friction. Et nos clients vivent tout ça tous les jours aujourd'hui. C'est-à-dire que à chaque fois que je vois des messages de support client, mon client veut que je le facture cette semaine. Je dois créer ma boîte. Donc ils découvrent comme moi à l'époque qu'il leur faut une boîte. Ils ont déjà le client, ils ont déjà la presta qui est signée.
mais ils n'ont pas de boîte encore. Donc, ils sont pressés, ils viennent, ils veulent la réponse tout de suite. Donc, ça tombe dans ma boîte parce que je vois que les frustrations, ils tombent tous dans ma boîte pour que je surveille un peu ça. Donc, voilà, ça me faisait rêver, moi, de faire une plateforme qui impacte la vie des gens tout le temps. Et juste pour l'anecdote, ça ressemble à quoi le porte-à-porte quand tu veux faire comprendre aux gens qu'ils font un site web, en fait? Attends. Mec, c'était dégueulasse. J'ai tout de suite compris que c'était une mauvaise idée, mais dans ma tête, le commercial, c'était le mec qui faisait du porte-à-porte, tu vois. Et à l'époque, c'était vraiment ça. Il y avait pas ce harcèlement LinkedIn qu'on a aujourd'hui et les mecs qui t'appellent sur ton 06, etc. Tu vois, c'était. Mais bon, les commerces de proximité n'ont pas besoin de site web. Donc j'avais compris ça assez vite, quoi. Et on arrive quelques années après, 2016. Oui. Tu rêvais de démocratiser l'accès aux formalités juridiques. C'est comme ça que tu crées Legal Place, qui s'occupe aujourd'hui de créer et de gérer, ce qui est très différent, Oui. on va en parler, pour ses clients, la création d'une entreprise de A à Z. Oui. Comment ça fonctionne exactement? On voulait que ça soit comme n'importe quelle application que tu utilises aujourd'hui. Tu cliques sur des boutons, suivant, et ta boîte est créée, quoi. C'était ça le rêve qu'on avait. Et derrière, tout ce que tu ne vois pas, c'est tout ce que la machine va faire pour toi. Donc, générer les contrats pour toi, les statuts, les écrire, récolter tes pièces, vérifier que les pièces passent, les envoyer à l'administration, toute cette complexité que aujourd'hui tu ne vois pas parce qu'il y a Legal Place qui les masque. D'ailleurs, c'est marrant parce que les gens, ils ne voient tellement plus, ils sont tellement habitués maintenant qu'on existe, que ils se rendent pas compte qu'il y a toute une administration qui travaille derrière, et dès qu'il y a un délai de 1 jour ou 2, sérieux? Ils sont là en mode, waouh, ça prend du temps, c'est pas possible. Je dis, mais vous savez même pas comment c'était avant, en fait. C'est normal, c'est l'administration, c'est pas nous. Et donc, ils mettent une étoile sur Legal Place. Après, tu leur expliques que c'est pas nous, etc. Mais on est à l'ère de, je sors mon app, je commande une bouffe. Dans 15 minutes, ça arrive. La réactivité à laquelle aujourd'hui les services sont capables de délivrer, elle est énorme. Donc, les gens sont habitués, veulent que tout aille à cette vitesse-là. Donc, les exigences ne sont plus ce qu'elles étaient avant. Donc, tu prends un mec qui a 50 ans, il est habitué à l'ancien monde, il saura créer sa boîte, c'est normal, ça prend un C'est même but. l'inverse. Tu reviens vers lui en 72 heures ou une semaine, il te dit, attends, il y a un problème. Il est impressionné, ouais. Est-ce que tu vous fais avez ça, bien tout fait, quoi? Ouais, et si ça marche bien, il est bluffé et il te le dit. Un mec de 22 ans, il sait pas, il connaît pas ce monde, donc il se dit, si ça l'a fait, c'est que c'est comme ça, c'est la norme, en fait, tu vois. Donc c'était ça qu'on voulait créer, en fait. Okay. Et là, on veut, sans spoiler, on veut arriver à faire ça en un jour. Ça, c'est un peu le rêve maintenant de Legal Place, c'est la vision, c'est raccourcir les délais au max en France pour que ça soit comme dans certains pays hyper avancés, où tu le fais vraiment en une journée, ta boîte. Il y a combien d'employés, là, chez vous? Aujourd'hui, Legal Place, c'est 210 personnes. Et les 200 personnes ne travaillent pas tous pour la création, parce qu'on a d'autres services de gestion de la boîte. Donc, comptabilité, compte pro et domiciliation d'entreprise. On a des équipes, chaque équipe gère un service. Donc, une partie de ces 200 travaille sur la création de société. De ces plus de 10% des créations de France aujourd'hui passent par Legal Place. En gros. Donc, une boîte sur 10 qui se lance à utiliser Legal Place pour se lancer. La création d'entreprise, c'est l'un des moteurs les plus puissants aujourd'hui pour créer de la richesse et des emplois. Oui. Pourtant, dans certains pays comme la France, c'est encore le parcours du combattant sans Legal Place. Tu as déjà eu l'occasion d'en parler avec des ministres, donc j'aimerais comprendre pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué alors qu'on sait tous que simplifier ce processus pourrait avoir un impact direct sur l'économie du pays. C'est sûr que ça a un impact direct sur le ease of doing business, qui est un indicateur suivi par des institutions internationales. Donc chaque pays est noté. D'accord. Selon comment c'est facile pour des investisseurs étrangers de venir s'installer, investir, etc. Et si on simplifiait ça, on gagnerait certainement des points dans cet indicateur-là. Et aussi de manière très réaliste, très réelle, les gens de tous les jours parfois se bloquent. Je te disais tout à l'heure que sans nous, certainement, beaucoup ne seraient même pas lancés. Parce que parfois, les projets, ça naît de side project. Parfois, tu es salarié dans une boîte, tu veux tester une idée avec un pote ou deux. Et tu peux être bloqué par des frictions comme ça, en mode, ouais, on va mettre 1500 ou 5000 euros juste pour démarrer l'activité, attendant 2-3 ans, et après tu passes à autre chose, et t'aurais pu peut-être créer une boîte. Et donc, en fait, t'as raison. Et ils sont conscients de ça, en fait. Ils sont les hauts fonctionnaires français, on va dire. C'est pour ça que chaque administration qui arrive, chaque nouvelle administration, ils vont dire la simplification administrative pour les entrepreneurs, c'est une priorité. C'est toujours une priorité. N'importe quel gouvernement, qu'il soit de droite ou de gauche, va venir et dire simplifier l'entrepreneuriat, parce qu'ils savent que c'est le moteur. C'est lui qui crée les richesses, qui exporte, qui crée les emplois, qui fait la croissance du pays. Et pourquoi ils le font pas? C'est comme quand tu fais du code
tu es en train de développer un logiciel et à chaque fois, il y a eu des modifications et des modifications. C'est devenu un énorme truc très complexe. Et finalement, la seule manière de simplifier, c'est de tout recoder. Parfois, tu as des boîtes qui recodent tout leur logiciel de zéro parce qu'ils n'arrivent plus à faire évoluer l'ancien. Dans beaucoup de boîtes de logiciels, parfois, quand il y a un énorme historique, pour créer une nouvelle fonctionnalité, ça leur met 1 mois de développement et peut-être 6 mois de débugage. Bah, bon exemple, c'est les banques. Hein. Oui, bien sûr. Tu prends les banques traditionnelles versus les banques Alors, les banques, de A à Z. Les banques, est-ce que tu sais que les banques toutes dans le monde tournent sous un langage qui n'est plus maîtrisé par personne, qui s'appelle COBOL, qui est un langage militaire américain qui date des années 50 et qui est tellement barbare comme langage parce que très 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 ancien, mais ils n'arrivent pas à passer à de nouveaux langages modernes parce que ça veut dire refaire tout le système de l'argent, parce que l'argent, c'est un système d'information, l'argent dans le monde. Ouais. Ce n'est plus du liquide. L'argent, c'est des chiffres numériques. C'est un système, c'est un logiciel. Ouais. Et le système d'information argent, il est sous COBOL, sous la technologie qui est. Et d'ailleurs, il y a tellement peu de gens qui maîtrisent COBOL qui sont surpayés, ceux qui le maîtrisent, parce qu'il y en a que 1 ou 2 que tu peux recruter, donc tu donnes le salaire qu'il veut. Et ça, c'est les banques toutes occidentales, toutes américaines, françaises, etc. C'est la même chose pour l'administration. Et en fait, je pense que c'est mieux qu'un acteur privé vienne faire une couche par-dessus et le simplifie au max et prenne un peu d'argent. Pas beaucoup. Nous, on réduit tous les ans notre prix de création de société. C'est des prix fixes? C'est des prix fixes, mais tous les ans, à chaque fois qu'on automatise encore plus, d'accord, on va réduire et on va essayer de gagner sur d'autres services dont tu as besoin après pour que la barrière à l'entrée soit la plus basse possible dans la création. Comme ça, un maximum crée leur boîte. Et ceux qui veulent rester chez nous pour gérer leur boîte permettent de financer Legal Place. Pour qui ça fonctionne. Pour qui ça fonctionne, exactement. C'est facile de dépenser de l'argent quand on gagne. Hein. Donc, exactement. Et donc, il vaut mieux avoir beaucoup qui se lancent que réduire à que ceux qui ont 5 000 € à dépenser sur de l'administratif, tu vois. Et quand on rajoute la dernière partie finance, vous voulez concurrencer des services comme Conto, comme Revolut Écoute, on a une thèse, c'est que si tu as la compta et le compte pro dans la même app, l'expérience, elle est beaucoup mieux. Pourquoi? Je te donne un exemple. Une des erreurs les plus importantes que font tous les entrepreneurs, c'est ne pas comprendre que la TVA ne leur appartient pas. Classique. Tu l'as déjà fait certainement. C'est un classique. Ils sont en train de rigoler dans la team. C'est le monde. C'est un grand classique. Tu vois l'argent arriver, tu fais, mais c'est super, ça. T'as facturé 1200. Ouais. Dans 200, c'est TVA. Tu dis, yes, j'ai 1200 à dépenser. Classique. Et ça t'appartient parce qu'elle est sur ton compte. Donc tu peux le dépenser. Donc tu vas acheter un Mac à 1200. Le problème, c'est qu'à un moment donné, l'État, il te dit, voilà combien tu dois payer. Donc, en fait, nous, quand tu ouvres le compte pro Legal Place, pour voir combien de soldes, tu as reçu 1200, il va y avoir à côté un truc qui te dit, l'État te doit 200 € de TVA. Et il te dit la balance de combien de TVA tu dois payer dans 3 mois. Et donc, tu as ton solde, 30 000 par exemple, tu as combien de TVA tu vas devoir payer, alors que toi, à la base, t'es venu juste pour regarder ton solde. Donc, t'es pas venu pour faire ta compta. Hein. Mais on a profité du fait que tu ouvres beaucoup ton app. En fait, tu ouvres beaucoup ton app pour regarder tes soldes tous les jours. Mais tu ouvres pas ton app comptable. Tu l'ouvres qu'en fin d'année. Mais en fait, on profite du fait que tu ouvres tous les jours ton compte pro pour te glisser cette info. Et là, tu te dis, ah, ok, donc je dois pas dépenser toutes mes 30 000. Et ça, on le fait dans tout. En fait, donc tu vois l'intérêt d'avoir les deux en même temps. C'est ça l'intérêt. L'intérêt aussi, c'est que on n'est pas discipliné en compta à donner les justifs au fil dans l'année, en fait. Tu vois, on le fait que à la fin d'année quand le comptable nous dit, donne-moi tous ces justifs. Là, le fait que tu te connectes tous les jours sur ton compte pro, tu vas avoir une petite notif en haut qui te dit il y a 2 actions nécessaires à faire. J'ai besoin de ces 2 papiers. Donc, tu vas me les donner au fil de l'eau, mois après mois. Donc, à la fin d'année, tu es content parce qu'en fait, tu m'as filé la majorité des justifs. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a créé le compte pro adossé à la compta de Legal Place. Toi, tu as lancé Legal Place quand tu as eu l'idée. Il y a eu des erreurs un peu monumentales ou qui t'ont marqué et que tu as réglé au fur et à mesure que tu as faites Il y a des erreurs dans le recrutement parce qu'en réalité, tu as l'impression qu'il faut aller vite dans le recrutement et donc tu fais l'impasse sur la qualité pour aller vite et en fait, c'est une très mauvaise concession à faire. Il faut plutôt ralentir et attendre d'avoir les bonnes personnes que de recruter juste pour cocher une case de « ok, j'ai une personne qui fait ça ». Surtout au début, c'est très sensible. Les premières personnes dans ta boîte vont vraiment définir, ils vont déterminer le destin de ta boîte. C'est très simple. Genre les 5, 6 premières personnes, c'est le destin de toute ta boîte. C'est pas toi vraiment, c'est les autres 5 personnes. Parce que tu vas pas être sur tout. À un moment, tu vas faire qu'une partie du boulot. Tout le reste sera fait par d'autres personnes. Donc, si t'as pas les meilleures personnes possibles
Donc vraiment, tous les mecs que tu as pu voir en école ou dans tes premiers jobs qui t'ont semblé être des génies, c'est eux qu'il faut aller chercher, en fait, tu vois. Ils ont peut-être pas, ils attendaient que quelqu'un leur propose de créer une boîte, peut-être ils voulaient pas prendre le risque, ils attendaient que quelqu'un puisse payer leur salaire. Chacun est fait pour une phase de boîte, tu vois, mais si toi, tu es dans les premiers, il faut que ceux que tu choisis pour les postes clés, et même pas les postes clés, au début, il y a tous tes postes clés, ça soit les meilleurs possibles. Et si tu as des meilleurs que toi, ça, c'est le Graal. En général, c'est là où tu fais une boîte plus grande que toi, c'est quand les mecs sont plus forts que toi, en fait. Ça coûte combien de créer aujourd'hui une entreprise sur Legal Place? Si tu fais que la création de la boîte, tu vas payer une centaine d'euros à Legal Place et tu vas payer les frais administratifs qui sont 250 euros pour l'annonce légale. C'est une annonce qu'un journal va diffuser pour la legacy, encore une fois, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet et il fallait que quelqu'un annonce publiquement que ta boîte a été créée. Oyez, oyez. Oui, exactement. Romain a créé sa boîte, tant de capital, à telle adresse, et c'est lui le responsable. Donc s'il y a quelque chose, c'est lui. Et les frais de greffe. Le greffe, c'est l'administration, enfin c'est pas une administration, c'est du privé, le greffe, qui est dépositaire, c'est-à-dire qu'il détient les documents de toutes les boîtes de France. Donc c'est lui la source de vérité, c'est lui la base de données des boîtes de France. C'est pas l'État en France. C'est vraiment un truc privé. Et donc c'est une sorte de blockchain, mais humaine en fait. Et donc ça, elle prend 40 ou 50 euros. C'est ça les coûts. Donc 250 plus 40, c'est administratif. Et après tu as Legal Place qui prend 100, peut-être 80 dans pas longtemps. Tu vois, c'est. Je pense que toute la question, elle est là. Quel risque prend un entrepreneur pour tester son idée? Est-ce qu'on peut réellement aujourd'hui, en quelques semaines, créer son entreprise, tester son idée, vivre un échec, sans pour autant perdre beaucoup d'argent dans les formalités? Dans les formalités? Non, l'argent que tu vas perdre, il est dans le reste. Si l'argent que tu vas perdre, c'est si t'as un local à louer pour tester ton idée, si tu vas avoir une machine à importer, si tu veux acheter de la matière première ou acheter en e-commerce de tes biens que tu vas vendre, tu vois, ça c'est autrement plus grand parce que j'espère que si tu crées une idée, tu vas quand même un peu plus au bout que juste faire une formalité, dire ah mince, je fais plus ma boîte, j'arrête. Là oui, ok, là c'est que la formalité. Mais si t'as fait un peu de mouvement, t'as peut-être payé un prestataire, t'as peut-être fait des vidéos avec les coûts qu'on connaît. Et en fait, pour moi, c'est plutôt quel est le coût de ne pas le faire. Quel est le coût de rester tout le temps chez toi en disant ah si j'avais créé ma boîte. Je pense qu'aujourd'hui la barrière pour créer une boîte, elle est tellement basse, pas juste parce qu'il y a Legal Place et autres, mais parce que aussi créer un site web, ça devient hyper accessible. Avoir un petit CRM, un logiciel de gestion, faire du marketing, tu peux faire du contenu, c'est gratuit, organiquement. Prends TikTok, un téléphone. Prends TikTok, exactement. Bon. Il y a énormément de niches sur lesquelles il y a personne sur TikTok encore, ni sur YouTube. Qu'est-ce qui retient les gens aujourd'hui? Il y a que aujourd'hui, c'est ceux qui ont les bonnes idées qui vont réussir et pas ceux qui ont le capital. Tu vois, parce qu'avant il y avait une barrière. Tu devais avoir 20 000 euros pour faire un prototype. Pour un site, il fallait 5 000, 6 000 euros. Il y avait une barrière d'argent, tu vois. Aujourd'hui, ceux qui ont que des idées et pas d'argent peuvent quand même exploser, tu vois. Je suis complètement d'accord et pour autant, je trouve que c'est aussi difficile qu'avant parce que vu que les moyens sont décuplés, il y a beaucoup plus de personnes à l'entrée. T'as raison. Donc, faut se battre plus longtemps que les autres. T'as raison, mais au moins, il y avait deux groupes avant. T'avais le groupe de ceux qui avaient le capital et ceux qui avaient le temps et les idées. Aujourd'hui, au moins, si tu fais partie du groupe 2, tu peux jouer dans ce game. Avant, tu pouvais même pas jouer dans ce game, tu vois. Donc, il faut le voir comme ça. Il y a peut-être beaucoup de gens comme toi, mais au moins, tu peux jouer avec eux. T'as vécu, du coup, depuis 2016, l'arrivée massive des intelligences artificielles grand public. Ça a eu un impact dans ton entreprise? Énorme. En fait, on est peut-être le meilleur cas d'utilisation des LLM. Donc, ça, les LLM, c'est la technologie actuelle qu'utilise OpenAI, qui est l'IA générative, etc. On l'appelle LLM, parce qu'il y avait d'autres IA avant ça, en fait. Large Language Model. Large Language Model, exactement. Et en fait, nous, on a pris le pari de créer une équipe IA chez Legal Place. D'accord. Depuis plus de 18 mois. Et parce que on s'est dit... Donc, c'était encore archaïque. C'était encore très basique comme technologie, ça marchait pas, c'était que... Mais on s'est dit, OK, si ce truc-là passe à la version 2, c'est énorme. Donc, en fait, il faut qu'on prenne le pli, déjà dès maintenant, qu'on prenne ce virage-là. Donc, j'ai créé une petite équipe, c'était un pari parce que il fallait dépenser de l'argent. Quelle année, là? C'était 18 mois. C'est hyper récent, en fait, les LLM. Ah, donc, oui.
fin 2023-2024. Exactement. Pour ceux qui connaissent, c'était la version 3 de GPT. Ça s'appelait, c'était pas encore le chat. Ils pouvaient pas chatter encore, tu vois. Et en fait, on a créé l'équipe. 6 mois plus tard, ChatGPT sort, donc la 3.5. Déjà, ça, c'est un autre niveau d'intelligence. Donc, ça a confirmé notre stratégie qu'il fallait commencer. Et 9 mois plus tard, peut-être, c'est la 4 qui sort. Et la 4, c'était bluffant pour tout le monde. C'est ce que tout le monde connaît aujourd'hui. Et donc, nous, pourquoi, en fait, le droit et la compta, c'est les cas d'usage les plus naturels pour les LLM. Et c'est pour ça que dans toutes les études qui disent quelle fonction va être automatisée ou remplacée, machin, il y a toujours la compta. Ah, d'ailleurs, quand ils sortent OpenAI une nouvelle version, ils le testent à l'examen du barreau américain pour voir est-ce qu'il score bien. Il score souvent dans les top, il score dans les top 1% des avocats américains et dans les concours des experts comptables. C'est les deux tests qu'ils font à chaque fois pour montrer qu'il est capable de scorer dans ces tests-là. Donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir un jour faire ce test en France. C'est un test que j'aimerais faire, le faire participer à l'examen d'expertise comptable. Mais c'est sûr que ça a un impact. Alors, je dis pas du tout que l'humain sera remplacé dans 12 mois, hein, c'est pas du tout le cas. Mais il y a énormément de tâches qu'on faisait que par des humains chez Legal Place jusqu'ici, depuis le début de la création de la boîte, qui aujourd'hui sont faits par la machine. Tu disais tout à l'heure que tu voyais beaucoup de gens être bloqués sur le fait de créer une société et qu'il faut le faire tout de suite, faut créer, faut avancer et tout ça. Il y a très très longtemps maintenant, ça remonte, mon grand-père me disait « Oh, t'inquiète pas, arrête de penser à tous les trucs chiants, fais ton produit, vends, et quand tu vendras, tu verras, tu régleras tous tes problèmes avec l'argent. » Tu penses quoi de ce conseil un peu bancal? Il était sage ton grand-père. Ah ouais? Je le trouve un peu cow-boy quand même. Écoute, tu es un peu cow-boy quand t'es entrepreneur. Pas sur tout, il faut être clean sur certains trucs, etc. Mais il faut un côté un peu cow-boy parce que tu bouges les lignes quand t'es entrepreneur. Si tu fais exactement tout comme tout le monde, c'est très très dur d'avoir ta place, tu vois. Donc il y en a qui sont cow-boy en contenu, il y en a qui sont cow-boy dans le produit, il y en a qui sont cow-boy dans le service. Il a raison dans le sens où si tu travailles sur ton produit, tu vas commencer à sentir une attraction du marché pour ton produit, par exemple, parce que les gens vont te demander de le vendre. Toi, t'as pas encore la production, t'as pas les volumes, etc. Et ben, ça va te forcer à dire que tout le reste, je vais supporter la pénibilité de tout le reste. S'il faut aller voir un avocat, je le ferai. S'il faut payer parce que c'est bon, je suis suffisamment attiré par mon produit, je veux qu'il voit le jour parce que je l'ai fait un prototype, j'ai donné à 5 personnes, ils m'ont dit c'est génial, où est-ce que je peux l'acheter? Ça te débloque tout le reste, tu vois. Et il a raison dans ce sens. Nous, on a commencé comme ça. On a fait une page de présentation de la boîte, enfin du produit. On a mis de la pub pour que les gens viennent. On a vu que les gens voulaient absolument acheter ça. Et alors qu'il n'y avait pas de produit. Il y avait pas de produit? Non, il n'y avait pas de produit. Et on s'est dit, waouh. T'as lancé une OP marketing. Ouais. Juste pour voir si les gens allaient s'intéresser à la campagne. Mais je suis pas du tout le seul à faire ça. Aujourd'hui, il y a des gens, ils ont un fichier Excel avec 50 idées. Et ils vous disent, OK, un mois, on va travailler sur la première, deuxième, troisième, sans produit. Juste, ils testent. Et dès qu'il y en a une où ils ont senti que c'était de successful de fou, ils disent, c'est bon, c'est celle-là, notre projet. J'ai pas fait à ce point-là en cowboy, hein, mais j'ai commencé quand même, quand j'ai eu l'intuition, je me suis dit, d'abord, je la teste. Donc, il y avait une page. Après, tu dis aux gens, désolé, service momentanément indisponible. Ils sont vénères. S'ils sont vénères, c'est encore mieux. Tu dis, waouh, ils ont vraiment besoin de moi, en fait. Comme à chaque 20 minutes avec, j'aimerais te laisser 30 secondes pour regarder cette caméra. OK. Et partager à mes abonnés tes meilleurs conseils pour qu'ils se lancent et transforment cette fameuse idée en projet. Si j'ai un seul conseil à vous donner pour transformer votre idée en projet, c'est le meilleur conseil qu'on m'a jamais donné, c'est lance-toi maintenant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de meilleur timing, ni sur le côté perso, ni par rapport au marché pour créer sa boîte, et parce que c'est l'action qui va provoquer l'opportunité. C'est pas en étant assis et en attendant que l'opportunité arrive que je me mets en action, c'est l'inverse. C'est parce que je suis en action et que je fais plein de choses que je vais attirer vers moi des gens, des opportunités, et c'est cette énergie contagieuse qui fera que votre projet va se matérialiser de manière inéluctable. Merci infiniment. J'ai tenu les 30? C'était parfait. Génial. Merci Rassem. Merci Romain, merci l'équipe. Never cared about being your top 10. Got a house in the hills, can you top this? I came from where them boys that you top list. They get crazy around here in my section.